De son enfance à son règne tumultueux et à sa fin violente, le faible et fragile d'esprit Henri VI a réussi à plonger l'Angleterre dans un chaos total, déclenchant la brutale guerre des Roses. Henri VI a passé ses derniers jours en captivité dans la Tour de Londres. Officiellement, il serait mort de mélancolie en mai 1471. Cependant, des siècles plus tard, le corps du roi fou fut exhumé, révélant une histoire bien plus sombre. Mais nous y reviendrons plus tard. Henri Sands est né avec un héritage colossal à assumer. Son père, le roi Henri V, était l'un des rois guerriers les plus légendaires de l'histoire. Henri V était brutal, rusé et impitoyable. Et sous son règne, l'Angleterre était devenue plus puissante que jamais. Henri V était si inarrêtable qu'il avait convaincu le roi de France de le nommer héritier du trône pour mettre fin à son avancée guerrière. Lors d'une campagne, il avait également aperçu la magnifique fille du roi de France, Catherine de Valois. Il l'épousa peu après, et elle donna naissance à Henri XVI. Henri V était prêt à devenir roi de France. Il ne lui restait qu'à survivre au faible roi Charles VI. Il n'y parvint pas. Henri V n'avait que 35 ans lorsqu'il tomba soudainement malade et mourut. Les fortunes de l'Angleterre moururent avec lui. À la place, l'enfant Henri VI devint roi. Personne ne s'en rendit compte à l'époque, mais c'était probablement la pire chose qui pouvait arriver à l'Angleterre. La mort de Henri V dévasta sa veuve, Catherine de Valois, qui trouva du réconfort auprès de son cher enfant. Cependant, les nobles anglais n'avaient jamais vraiment fait confiance à la princesse française. Craignant qu'elle n'influence le futur roi contre eux, ils l'éloignèrent autant que possible de son enfant. La mort de Henri V changea tout. Techniquement, Henri VI aurait dû devenir roi de France, mais les Français n'allaient pas laisser un nourrisson braillard revendiquer la couronne, surtout pas un Anglais. Les Français ignorèrent rapidement leurs promesses et nommèrent Charles VII roi de France. Dans l'urgence, les Anglais proclamèrent leur propre Henri VII roi de France en opposition. Henri XVI détient 2 distinctions importantes dans l'histoire. Il est le plus jeune roi d'Angleterre de tous les temps, et il est le seul roi d'Angleterre à avoir également été roi de France. En défense de Henri, il prit le trône à une période particulièrement difficile pour l'Angleterre. Les campagnes militaires de son père avaient durement affecté l'économie anglaise, provoquant une dépression connue sous le nom de « Grand Effondrement ». La mère de Henry, Catherine, vit son étoile décliner extrêmement rapidement. Un jour, elle était reine d'Angleterre et destinée à devenir reine de France. Elle trouva du réconfort dans les bras d'un homme nommé Owen Tudor. Bien que Catherine et Tudor fussent des inconnus à leur époque, leur union poserait les bases de l'une des dynasties les plus puissantes de l'histoire anglaise. Avec la disparition de Henri V, les Français entreprirent de reconquérir les terres qu'il avait prises. Avec Jeanne d'Arc à leur tête, les possessions anglaises en France diminuaient régulièrement depuis des années. Lorsque Henri VI prit le pouvoir, il ne fit rien pour améliorer la situation. La guerre l'effrayait, et il écoutait quiconque suggérait de chercher la paix avec la France. Beaucoup en Angleterre étaient furieux que leur nouveau roi abandonne si facilement les terres pour lesquelles ils s'étaient battus bec et ongles, et Henri se fit rapidement de puissants ennemis. L'une des voix les plus fortes en faveur de la guerre en France était Richard, duc d'York. La quête de paix de Henri conduisit à son mariage avec la magnifique et rusée princesse française Margaret d'Anjou. He passed in such obscurity that we still have no idea where his grave is. All that remained of his scandalous youth were his memoirs and the hearts he broke along the way. Sex wasn't just a passion for Casanova. It was a full-on sport. Just sleeping with someone wasn't enough for him. He needed the drama. Like an 18th century version of the Dennis system, he perfected a formula for his ideal affair. Act 1. Find a beautiful woman with a jealous lover.
Act 2. Play the hero, save her from the brute, and seduce her. Act 3. Get bored with her, and set her up with another man, maybe even the one she'd been with in the first place. Act 4. Skip town and start again. In Casanova's writings, he always paints his lovers as willing, but the truth is, almost certainly much darker. Si vous pensiez que perdre le Maine était le pire moment pour Henri VI, vous vous tromperiez. Les années suivantes virent l'Angleterre sombrer complètement. L'économie ne s'améliora pas. La corruption devint endémique à tous les niveaux du gouvernement. Et la campagne sombra dans l'anarchie alors que l'ordre public s'effondrait totalement. L'un des conseillers préférés de Henry était le duc de Suffolk. Notamment, Suffolk était la force motrice derrière la recherche de paix avec la France. C'était lui qui avait suggéré le mariage avec Margaret d'Anjou, et il avait rapidement accepté que le Maine était un prix équitable à la payer. Un roi plus efficace aurait peut-être pu protéger Suffolk, mais Henri était pratiquement inutile. Il observa, impuissant, le Parlement destituer Suffolk devant une foule en colère, réclamant le sang de cet homme. Réalisant que la vie de son ami était en danger, Henri céda à la volonté de la foule et exila Suffolk. Mais cela ne suffisait pas pour ses ennemis. Bien que Henry VI fût un roi catastrophique, il n'était pas totalement dénué de réalisation. Il détestait se battre, mais il s'intéressait beaucoup à d'autres domaines, comme la religion et l'éducation. Il fonda notamment l'Eton College et le King's College de Cambridge, deux institutions légendaires qui existent encore aujourd'hui. Finalement, Henry décida de se battre pour ses territoires en France, mais il parvint encore à tout gâcher. Il nomma l'incompétent duc de Somerset à la tête des forces anglaises. Somerset fit un désastre total outre-Manche. En moins d'1 an, le duc avait perdu toute la Normandie. Repoussés de France, de nombreux Anglais épuisés rentrèrent sur les côtes anglaises, seulement pour découvrir qu'il n'y avait pas d'argent pour les payer. Beaucoup de ces hommes se mirent à errer dans la campagne, pillant des villages pour subvenir à leurs besoins. L'Angleterre devint un endroit vraiment effrayant à vivre, et Henri VI était incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet. Les Français ne s'arrêtèrent pas non plus. Ils continuèrent jusqu'à ce que l'Angleterre ne possède plus que la ville de Calais dans le nord. Quelques décennies plus tôt, il semblait que la France allait devenir une simple province anglaise, mais Henri VI perdit tout en quelques années. La nouvelle de la perte de Bordeaux rendit littéralement Henri fou. Il eut une dépression nerveuse totale et devint complètement inerte pendant plus d'1 an. Après avoir passé près d'une décennie à attendre un enfant avec sa femme, même la naissance de son fils, Edward de Westminster, ne put le sortir de cet état. Les historiens modernes pensent que la folie de Henry pourrait avoir été causée par la schizophrénie. Pendant que Henry était incapacitated, ses ennemis commencèrent à se rassembler. Richard, le duc d'York, qui avait été un critique virulent de Henry, utilisa son pouvoir et son influence pour se faire nommer protecteur du royaume, pendant que Henry ne pouvait pas gouverner. York s'était également allié avec un autre homme puissant d'Angleterre, Richard Neville, le comte de Warwick, mieux connu sous le nom de faiseur de rois. York et Warwick étaient intelligents. Ils réalisèrent que leur plus grande menace n'était pas Henri, mais la redoutable reine Margaret d'Anjou. Ainsi, lorsque York devint protecteur, il marginalisa rapidement Margaret, ne lui laissant absolument aucun pouvoir dans les affaires de l'État. Pour semer le doute parmi le peuple anglais, York et Warwick répandirent des rumeurs selon lesquelles Margaret avait une liaison avec le duc de Somerset, et que son fils, Edward de Westminster, n'était pas vraiment celui de Henry. Non seulement cela rendit le peuple encore plus méfiant envers leur reine française, mais cela ouvrit également la porte à un autre héritier pour Henri, à savoir York lui-même. Henri retrouva finalement ses esprits autour de Noël 1454, et il se réveilla dans un monde complètement différent de celui qu'il avait quitté.
il avait un fils. Richard d'York était protecteur du royaume. Les nobles disaient que York devrait l'usurper et prendre le trône. Une fois de plus, Henri se retrouva dans une situation tendue, qui nécessitait un leadership ferme. Et que fit-il? Il fit tenir la main à tout le monde. Le grand plan de Henri VI pour apaiser les tensions et sauver son règne fut d'organiser une fête appelée le Jour de l'amour. En 1458, Henry força tous les nobles les plus importants d'Angleterre à se tenir la main et à marcher du palais de Westminster à la cathédrale Saint-Paul. Il s'assura particulièrement que les personnes qui se détestaient le plus marchent main dans la main. Il associa Richard d'York lui-même à la reine Margaret d'Anjou. S'il y avait quelqu'un que Richard d'York détestait plus que Margaret d'Anjou, c'était probablement le duc de Somerset. York était un leader rusé et compétent, tandis que Somerset était pratiquement inutile. Imaginez donc la fureur de York lorsqu'Henry l'exila en Irlande et envoya l'incompétent Somerset en France. Comme s'il restait en Irlande pendant que son rival incompétent perdait tous les territoires anglais en France n'était pas assez frustrant, Richard devait encore faire face à Margaret d'Anjou. La reine cruelle aurait tenté à plusieurs reprises d'assassiner York pendant son séjour en Irlande, mais en vain. Lorsqu'il était protecteur, Richard avait fait emprisonner Somerset, pour le plus grand plaisir de beaucoup. Les échecs de Somerset en France étaient une honte nationale, et peu étaient tristes de le voir partir. Mais dès que Henry revint à la réalité, il libéra Somerset et lui rendit tout son pouvoir. Finalement, lassé de son roi embarrassant, Richard d'York décida de prendre les choses en main. Conscient que le duc de Somerset, nouvellement rétabli, porterait probablement des accusations contre lui, il rassembla une armée et partit affronter Somerset directement. La première bataille de St. Albans peut ne pas sembler si importante sur le papier. 5000 hommes y participèrent, et moins de 60 furent perdus. Cependant, sur le plan politique, elle ne pouvait pas être plus significative. Richard d'York atteignit son objectif principal avec la mort du duc de Somerset au combat, mais il accomplit bien plus que cela. Il réussit à capturer Henri VI et força le roi à le nommer Lord protecteur d'Angleterre. Bientôt, les Lancastriens du roi et les Yorkistes de Richard s'affrontèrent à nouveau. 2 ans plus tard, les deux camps se rencontrèrent sur le champ de bataille, à la bataille de Northampton. Bien que faible, Henri lui-même se présenta sur le champ de bataille, accompagné de sa féroce épouse Margaret et de son jeune fils Edward. Les armées de Henry affrontèrent les forces combinées de Richard d'York et du faiseur de roi à la bataille de Northampton. Les rebelles mirent en déroute les hommes de Henry et, une fois encore, parvinrent à capturer le faible roi. Avec le roi comme prisonnier, Richard d'York força Henri VI à déshériter son propre fils et à le désigner comme héritier du trône. Jusqu'à ce moment, Richard d'York semblait invincible, mais il sous-estima sa plus grande ennemie, Margaret d'Anjou. Pendant que York retenait son mari en captivité et ridiculisait la couronne, Margaret partit lever une armée pour défendre ce qui lui appartenait. Les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles. Alors Margaret dut recruter tous ceux qu'elle pouvait, y compris les bandes d'hors-la-loi errant dans la campagne anglaise. Avec son fils à ses côtés, elle convainquit ces hommes que York était un imposteur et que son fils était le véritable héritier du trône. La bataille de Wakefield fut un désastre total pour la cause yorkiste. Les forces de Margaret d'Anjou décimèrent complètement l'armée yorkiste, mais la véritable victoire fut que Richard d'York lui-même gisait mort. Bien que Margaret ait vaincu Richard, les yorkistes n'étaient pas prêts à capituler, même avec la perte de leur chef. Cela ne changeait rien au fait que le roi fou devait partir. Heureusement pour eux, Richard avait un fils, Edward, qui était tout ce que Henri VI n'était pas. Revigorés sous le commandement d'Edward d'York, les yorkistes reprirent le chemin de la guerre. Lors d'une tempête de neige en mars,
les deux armées s'affrontèrent à la bataille de Towton, et cette fois, York l'emporta. Après cette victoire brutale, Édouard fit enfin ce que son père n'avait jamais eu le courage de faire. Il déposa Henri VI et se couronna roi Édouard IV. Le roi et la reine déchus fuirent vers le nord, en Écosse, où ils attendirent leur heure et planifièrent leur prochain coup. Beaucoup de leurs partisans abandonnèrent Londres et voyagèrent vers le nord pour rejoindre les monarques exilés. Édouard partit à la poursuite de Henry et Margaret et vainquit rapidement les forces de Henry, mais le roi parvint à s'échapper. Pendant que Henry se cachait dans le Lancashire, un moine traître révéla sa position à des yorkistes locaux. Ils le capturèrent et le ramenèrent à Londres, où Édouard le fit jeter dans la tour de Londres. Margaret d'Anjou s'enfuit en France pendant que son mari était captif et finalement, l'un de ses plus grands ennemis vint la supplier de l'aider, Richard Neville, le faiseur de rois. Il s'avère que, en Angleterre, les choses ne se passaient pas aussi bien qu'il n'y paraissait. Édouard IV devait sa couronne à Richard Neville, mais une fois roi, Édouard ne voulait écouter personne. La goutte d'eau fut lorsqu'il épousa la belle mais roturière Elizabeth Woodville. Neville avait travaillé sans relâche pour trouver une alliance politique pour Édouard qui consoliderait son règne. Le mariage du roi avec Woodville était pratiquement une gifle. Après s'être battu bec et ongle pour voir Henri VI retiré du trône, Neville arriva à une conclusion désolante. Un roi idiot valait mieux qu'un roi qui n'écoutait pas. Ainsi, il conclut une alliance avec sa plus grande ennemie. Le faiseur de rois avait déjà fait un roi, alors pourquoi ne pas en faire un autre? En s'alliant avec Margaret en France, Neville traversa la Manche, attaqua Londres, força Édouard à fuir et libéra Henri de la tour de Londres. Henri était si diminué lorsqu'il fut libéré par Neville qu'on raconte qu'il dut être conduit à travers Londres par la main, comme un enfant. Pour sa part, le faiseur de roi ne pouvait être plus heureux de l'état presque catatonique de Henri, qui lui laissait toute liberté pour diriger le pays comme il l'entendait, jusqu'à ce qu'il commette une erreur fatale en déclarant la guerre à la Bourgogne. Avant que Neville n'attaque la Bourgogne, Édouard IV était pratiquement à court d'options. Il n'avait pas de grande armée à disposition et devait regarder, impuissant, le roi fou rêvasser sur le trône qu'il occupait autrefois. Mais le plan de Neville changea tout. Le duc de Bourgogne donna à Édouard une armée pour éliminer le faiseur de roi une bonne fois pour toutes. Quelques mois seulement après que Margaret et Neville l'eurent déposé, Édouard revint en Angleterre avec cette armée. Il affronta Neville sur le champ de bataille à Barnet, et cette fois, il l'emporta. Neville perdit la vie dans les combats, mais Édouard était loin d'être satisfait. À ce stade, le fils de Henry et Margaret, Édouard de Westminster, était devenu un jeune homme. Il était le genre de figure de proue autour de laquelle les armées lancastriennes pouvaient se rallier, et le roi Édouard IV ne pouvait pas permettre cela. Il affronta l'héritier de Henry à la bataille de Tewkesbury, et une fois encore, sortit victorieux. Édouard de Westminster gisait mort à seulement 17 ans. Le dernier séjour de Henri VI dans la tour de Londres ne dura pas longtemps. Le registre officiel indiqua que le roi déchu mourut de mélancolie environ un mois après son arrivée. Cependant, dès que Henri mourut, de sombres rumeurs se répandirent à la cour anglaise. La plupart des gens pensèrent qu'un cœur brisé n'était pas la cause la plus probable de sa mort. Plutôt un crâne brisé. Cependant, comme personne n'avait jamais vu le corps du roi fou, personne ne pouvait dire avec certitude si Édouard était derrière sa disparition. Mais des années plus tard, des archéologues découvrirent les restes de Henri et révélèrent la vérité. En examinant les restes de Henry en 1910, ce qu'ils trouvèrent n'avait rien de mélancolique. Son crâne était gravement endommagé, et ses mèches de cheveux blonds restants étaient recouvertes de sang.
Il semble bien qu'Édouard ait eu un rôle dans la fin ultime de Henri. À tous les égards, Henri VI fut un roi terrible, mais ses descendants l'adoraient en réalité. Henri VII, le premier roi Tudor et neveu de Henri VI, encouragea un culte posthume autour de son oncle, dans le cadre d'une propagande anti-yorkiste. En conséquence, de nombreuses années après la vie de Henri VI, des prêtres lui attribuèrent plusieurs miracles, comme la capacité de guérir les maladies par le simple toucher et de ramener les gens d'entre les morts. Il est décompréhensible que certains aient fini par apprécier Henri VI. Il était peut-être presque incapable de gouverner, mais à part cela, il était un roi remarquablement humain. Il était contre les châtiments horribles comme l'écartèlement, et il était presque toujours extrêmement clément avec ses ennemis. Il n'était pas nécessairement une mauvaise personne, juste un mauvais roi, qui vécut à une époque où ses mauvaises décisions eurent des conséquences dévastatrices.